Bienvenue dans ce nouveau numéro de PAF avec beaucoup de sujets à aborder. On va parler de culture, on va parler de l'université, de grandes écoles et puis peut-être de vivre à Saint-Quentin. Qu'est-ce que c'est Saint-Quentin? Qu'est-ce que ce sont les villes nouvelles? Qu'est-ce qu'elles sont devenues? Pour en parler, Pascal Bidan, bonjour. Bonjour Patrice. Vous êtes ingénieur, vous êtes enseignant, vous êtes directeur délégué de l'ESTACA, qui est l'École supérieure des techniques aéronautiques et de construction automobile, avec 1500 étudiants sur le site de Saint-Quentin, où vous êtes depuis 2015, c'est ça? 2015, septembre 2015, exactement. Septembre 2015. Côté de vous, Lionel Massetta. Bonsoir. Vous êtes le directeur du théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, de la scène nationale du théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et le 5 juin prochain, d'ailleurs ça sera diffusé en direct sur cette chaîne, vous allez annoncer le programme complet. Presque complet. Presque complet de l'année prochaine, en tout cas à l'Échamp. On va en parler. Et puis, je vous demanderai, parce que c'est une chose qui me fascine toujours, comment vous arrivez à attirer autant de monde avec des programmes souvent exigeants et forts. Hein, comment on fait quand on dirait... Vous voulez que je vous réponde tout de suite? C'est qu'on on est quand même plusieurs. Le théâtre, c'est une petite entreprise avec un certain nombre de salariés. On se répartit très largement le travail. Et puis on mise aussi, nous, on a un travail de tête chercheuse qui est de dénicher quels sont les artistes d'aujourd'hui, quels sont les artistes de demain. Et je crois qu'on compte aussi beaucoup sur la fidélité à ce lieu, sur la confiance que nous font les spectateurs et sur leur curiosité. Ça, c'est très important. Ben bravo, enfin on va en parler. Stéphane Monson, bonjour, vous êtes professeur à l'université de Versailles-Saint-Quentin, ancien doyen de la faculté de droit. On va parler avec vous peut-être de la jeunesse, des étudiants, peut-être est-ce qu'il y a un malaise, est-ce qu'il y a... Parler avec moi de la jeunesse, ça me paraît tout à fait naturel, Patrice. J'en suis un digne représentant. Vous êtes le représentant de la jeunesse sur ce plateau, avec Yves Fouché. Merci. Oui, puisque vous êtes le président de la fondation. On rajeunit chaque jour. Chaque jour. Chaque jour est un nouveau jour. Vous êtes le président de la fondation de l'université de Versailles-Saint-Quentin, de l'ESQ, et vous êtes aussi le président du Codeski. Et vous organisez le 12 juin prochain une assemblée plénière ouverte à tous, justement. Hein, absolument. Sur la jeunesse. Sur la jeunesse. Alors, peut-être on peut commencer par ça. Est-ce qu'il y a un problème de la jeunesse dans Saint-Quentin? Quels sont les problèmes, au fond, qu'on rencontre Saint-Quentin? Saint-Quentin va plutôt bien, mais effectivement, dans le bien, il y a quelques points un peu moins satisfaisants. Et le Codeski, qui est donc le Conseil de développement de Saint-Quentin, c'est un comité de réflexion. C'est ça. C'est une assemblée composée d'habitants, de membres du tissu associatif, de personnalités qualifiées comme Lionel, et puis d'entrepreneurs, qui a vocation à réfléchir et à apporter des avis aux élus. Donc soit les élus nous saisissent, soit on se saisit. Et donc on a travaillé sur le projet de territoire de Saint-Quentin, qui n'est pas encore adopté d'ailleurs par les élus. Puis on a travaillé sur le PLHI, c'est-à-dire le plan de l'habitat sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Et sur tous ces travaux, on s'est aperçu qu'il y avait une difficulté sur la tranche des 18-30 ans. Et justement, on cherche un petit peu les raisons. Parce que Saint-Quentin vieillit, ça c'est incontestable, et le seul flux négatif, c'est-à-dire le nombre d'habitants qui diminue, c'est cette tranche des 20-30 ans. Bon, vous allez me dire qu'en dessous de 18 ans, ils ne peuvent pas s'enfuir puisqu'ils sont chez papa-maman. Et au-dessus de 45 ans, probablement reviennent-ils parce que malgré tout, l'habitat de Saint-Quentin est agréable. Vivre à Saint-Quentin, c'est pas désagréable. Et qu'il y a de la culture, il y a plein de choses. Mais les 18-30 ans s'en vont. Et si j'avais la réponse, on n'organiserait pas le 12 juin cette assemblée pionnière. Et puis on a aussi ouvert tout un groupe de travail pour essayer de comprendre. Alors en vérité, il y a plusieurs axes. Quand même. Oui, il y a sûrement un point lié à l'habitat. À Saint-Quentin, il n'y a pas eu historiquement. C'était la ville de la famille. Et donc on n'a pas conçu Saint-Quentin pour des petits foyers. Et il n'y a pas assez de studios et de 2 pièces. D'une part, et encore moins de studios. Quand vous dites Saint-Quentin, vous parlez de Saint-Quentin même ou vous parlez de, je sais pas, de Guyancourt Ah non, moi je suis président
alors ça, c'est un autre sujet. J'essaye de représenter l'identité saint-quentinoise. C'est ça. Et je ne suis pas le représentant de Montigny, de Guyancourt. Et somme toute, les problèmes parlez de l'ensemble du territoire. Sur l'ensemble du territoire. Donc, il y a une difficulté qui est au fait que cette tranche, qui au surplus se vit de manière commune de plus en plus tard, donc on est de plus en plus célibataire jusqu'à 30 ans, donc on cherche des studios, on cherche des 2 pièces, et il n'y en a pas. Donc ça, c'est un premier sujet. Deuxième sujet, c'est aussi un problème de mobilité, parce qu'à Saint-Quentin, si vous voulez y revenir après avoir... bon, il y a tout au théâtre de Saint-Quentin et ailleurs, mais enfin, parfois on a envie d'aller à Paris, et si vous voulez revenir de Paris vers 23h, ça peut devenir un sujet pour le lendemain matin. Et puis, il y a une troisième difficulté qui est liée justement au manque de vie sociale à Saint-Quentin en Yvelines. Si vous vous promenez à 21h de Saint-Quentin, ça ne déclenche pas une hilarité absolue, et vous avez quand même par hasard la possibilité de rencontrer un copain, mais c'est vraiment un grand hasard. Alors apparemment, du côté derrière l'Estaca, où il y a... L'Estaca est où exactement? L'Estaca est à côté du quartier Pas du Lac. Ouais. Oui, c'est ça. Et donc en effet, il y a plusieurs résidences étudiantes en fait, qui ont été construites en même temps que l'Estaca. L'Estaca a ouvert en septembre 2015, quasiment en même temps, plusieurs résidences étudiantes à côté du Vélodrome. Hein. Et puis également à la place Wicklow. Là, ça commence à vivre assez, oui. Et donc, alors bon, ceci bien sûr se met en place progressivement, c'est tout récent. Et les étudiants qui sortent du cocon familial, finalement, donc qui sont en première ou deuxième année, souvent vont dans ces résidences. Hein. Et il y a quelques établissements de bars, brasseries, etc., qui ne désemplissent pas. Qui sont pleins, parce qu'il y avait rien, un peu d'ambiance. Il n'y avait rien d'autre, donc ça met de l'ambiance. Très bien avec Stéphane Bonson. Et... Bien sûr. Vous riez, mais c'est vrai. Non, c'est vrai que ça marche plutôt bien, oui. Oui, je crois que ça, c'est bien. Mais c'est vrai. Mais est-ce que ça vient de... Alors, là, on est dans un lieu particulier qui est quand même ce qu'on appelle la ville, enfin, ce qu'on a appelé la ville nouvelle. Est-ce que, avec le recul, vous pensez que ces villes nouvelles sont des réussites? Est-ce que le côté, je ne sais pas, humain qu'on a dans les villes, on le retrouve dans ces constructions, ou est-ce que c'est resté un petit peu quand même quelque chose d'anonyme et de compliqué à vivre? Je pense qu'à l'analyse, Saint-Quentin, d'abord, sur les 4 ou 5 villes nouvelles d'Île-de-France, c'est de très loin la plus grande réussite. Oui. Il y a une belle université, il y a un théâtre, il y a vraiment tout. Mais Saint-Quentin a été conçu comme... D'ailleurs, c'était le logo de Saint-Quentin. Vous savez, c'était le vert et bleu avec 4 têtes, les 2 parents, les 2 enfants. Saint-Quentin, c'était la ville de jeunes ménages et familiale. Ouais. Et donc, tout le monde y trouvait son compte. Sauf que les gamins, si je puis dire, qui sont nés à la fin des années 70, début 80, en 2000, ils avaient passé le bac et ils trouvaient parfois l'université, mais parfois pas. Et puis, ils se trouvaient surtout rien à faire de manière conviviale. Donc, ils sont partis. Et c'est ce passage de la ville nouvelle à une sorte de nouvelle ville qu'il faut probablement mettre en œuvre. Parce qu'il y a tout à Saint-Quentin. Il y a de l'emploi. C'est le 2e pôle économique de l'Île-de-France. C'est quand même extraordinaire. Il y a de l'habitat, avec les faiblesses que j'évoquais, mais il y a de l'habitat. Il y a beaucoup de culture, pas bien connue d'ailleurs, ou trop mal connue. Il y a du sport, il y a de la vie associée, il y a tout. Sauf qu'il faut travailler à faire en sorte que la mayonnaise prenne bien. Et des étudiants, on va en parler des avec étudiants. Parce que évidemment, oui, 17 000 étudiants. Oui, ce qui est quand même important. Vous dites presque trop de culture, non Non, je n'ai pas dit trop de culture. J'ai dit beaucoup de culture, peut-être un peu essaimé et pas bien c'est une question qu'on peut se poser. Enfin, c'est vrai qu'il y a eu une sorte d'utopie à la création des villes nouvelles en disant la culture va servir de lien social. C'était un petit peu l'idée. Et il y a beaucoup de lieux culturels. Est-ce que ça se justifie? C'est peut-être difficile à vous de répondre, mais est-ce qu'on justifie aujourd'hui le fait qu'il y ait autant de lieux culturels, ou est-ce qu'il pourrait y avoir une sorte de centralisation et que ça serait assez bénéfique? Je pense qu'il suffit de regarder la fréquentation des différents lieux culturels de l'agglomération. Ça fonctionne. Donc je ne pense pas qu'il y a trop de culture. Après, on s'entend les uns les autres pour essayer de ne pas se marcher sur les pieds. On a chacun nos spécificités. Je
Je pense que c'est marrant parce que Yves Fouché parlait des 18-30 ans. C'est effectivement dans les théâtres la tranche qu'il est très compliqué de toucher. Bon, Mais après ça, moi c'est j'ai une pas- petite. C'est pas j'ai vous une- seulement. Hein, Non, partout. mais Si j'ai vous allez une- dans les théâtres parisiens, c'est pire. C'est la même chose, ouais. C'est à peu près la c'est même même chose. pire Mais après, qu'ici, j'ai une je pense. réponse, et Yves a esquissé cette réponse-là, c'est la question des lieux de vie. Et c'est aussi toutes les questions que doivent se poser les théâtres. Lorsqu'on parle des villes nouvelles, dans quasiment toutes les villes nouvelles, il y a ce théâtre, alors qui est architecturalement fait différemment. Voilà. Mais à Saint-Quentin, je pense que la culture, c'était quand même, il y a cet énorme bâtiment au bout de l'avenue du Centre que l'on voit d'extrêmement loin, qui est quand même imposant, pour ne pas dire intimidant. Majestueux, oui. Voilà, je pense qu'il y a une question à se poser sur ces bâtiments, sur ce qu'ils représentent aujourd'hui. Je pense qu'ils ont encore une très grande force symbolique pour beaucoup d'habitants. Maintenant, comment transformer ces bâtiments intimidants en lieux à vivre ? Peut-être que je pourrais Oui, c'est y ça. revenir tout à C'était l'heure. un peu la question que je posais. Voilà, Est-ce que ça correspond à la société actuelle? Je veux dire, c'est une architecture qui est tout à fait respectable et souvent belle, hein, mais est-ce qu'elle correspond à l'idée du vivre ensemble, J'ai un élément de réponse, puisqu'on travaille sur justement les éléments d'identité de Saint-Quentin en Yvelines. On a fait une réunion spécifiquement là-dessus il y a quelques jours. Unanimement, il y a 3 lieux qui reviennent, dont le théâtre de Saint-Quentin. Toute génération qui reviennent confondue. comme lieu Comme connu et symbolique de symbolique, Saint-Quentin. hein, c'est ça. Pas de Montigny, pas de Guyancourt, pas de... Le théâtre de Saint-Quentin. Parce que ce lieu, qu'on le fréquente ou pas, il est visible. Absolument. Et il est un symbole. Et là, pour le coup, c'est un symbole parce que souvent, et c'est assez humain, je veux dire, il y a forcément, je ne sais pas, peut-être les maires, les élus, ils sont de Guyancourt, ils sont de Montigny, ils sont de voisins, etc. Et donc, il y a une sorte de nationalisme de clocher, si je peux dire. Mais il y a des choses comme le théâtre. Le théâtre, c'est Saint-Quentin. On ne dit pas, je ne sais pas où il est, s'il est à Guyancourt, s'il est à Montigny. Il est à Montigny. Il est à Montigny. Bon, personne ne dit le théâtre de Montigny. Tout le monde parle de Saint-Quentin, on parle du théâtre. Même pour l'université, d'ailleurs. On dit Versailles aussi. Oui, ça a été mais ça a été le coup de génie à l'époque, Michel Garnier, Roland Nadeau, etc., d'avoir accolé à Saint-Quentin-en-Yvelines Versailles, une université de Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines. Saint-Quentin-en-Yvelines n'a pas encore le rayonnement mondial dont Versailles peut se prévaloir. Et donc, Versailles-Saint-Quentin, voilà, mais c'est maintenant ancré dans les mœurs, bien sûr. Pascal, quand vous avez choisi, alors pas vous personnellement, enfin, quand l'école a choisi de venir s'installer sur ce territoire, alors, il y a probablement une question de place, d'emplacement. Hein. Est-ce que c'est difficile, ça a été difficile de convaincre des étudiants de venir ici, justement? Alors justement, la question de place, elle a été très importante parce que nous sommes juste à côté de la gare. Oui. La gare de Saint-Quentin, et avec une passerelle qui permet directement d'aller de sortir des trains et d'aller à l'école sans même passer par la gare, parce que la gare est en fait de l'autre côté des quais. Donc nous, notre explication, on rappelle qu'il y a 3 lignes qui permettent de venir à Saint-Quentin depuis Paris. Et donc ça, c'est un élément extrêmement intéressant. Le site Estaca s'appelle Estaca Paris-Saclay. Voilà, donc là aussi on en reparlera sans doute de l'université Paris-Saclay. Et alors quand on compare à Paris-Saclay, voilà, et la facilité de venir aujourd'hui à Saint-Quentin par les transports en commun, pour les étudiants, c'est extraordinaire. Sauf après 23 heures. Sauf après 23 heures. Et malheureusement, on fait plus de cours. Et malheureusement, le temps de transport Paris-Saint-Quentin, sur les 20 dernières années, il a augmenté de 10 minutes. 10 minutes, on peut dire c'est rien, mais 10 minutes sur une demi-heure, c'est pas rien. Et vos étudiants, des étudiants ingénieurs, donc, ils viennent d'où? De toute la France? Oui, nous, on a vraiment un recrutement national. Hein. Alors, on a quand même une proportion importante qui viennent de la région parisienne, de l'Île-de-France. Hein, oui, parce qu'il y a un autre site. On a également un site dans l'Ouest, qui s'appelle le Campus Ouest, qui est à Laval, en Mayenne, qui a été créé en 2003, donc il y a une quinzaine d'années. Globalement, on a quand même un recrutement national. Hein, donc,
suivant des critères qui sont nationaux, avec un concours national. Et donc, on a une grande partie, une majorité d'étudiants qui viennent à Saint-Quentin et qui connaissent absolument pas Saint-Quentin, qui viennent de Marseille, qui ont de besoin d'un Bordeaux, logement, de Strasbourg. Et donc, c'est d'ailleurs ce qui se passe en ce moment, puisqu'on commence à voir des étudiants avec Parcoursup là, qui ont leurs résultats, qui s'inscrivent. Alors, les parents qui viennent là, pour découvrir Saint-Quentin, pour voir où leur fils, leur fille pourraient loger. Donc, c'est en ce moment, justement, qu'il y a Et c'est beaucoup de compliqué le personnes. logement, justement Alors, nous, non, parce que les étudiants... Parce que c'est un vrai problème, à Paris notamment. Enfin, les étudiants, pour trouver un logement, s'ils ne sont pas d'ici, c'est compliqué, c'est cher. Alors, les étudiants qui arrivent à l'Estaca, donc ils ne connaissent pas du tout, en général choisissent plutôt les résidences étudiantes. D'accord. Donc ça a vraiment été très bien organisé. Et il y a de la place. Et il y a de la place. Voilà. Aujourd'hui, on est en régime stabilité, 3 ans après l'ouverture de l'école, et donc il y a de la place. Assez rapidement, quand même, les étudiants, au bout d'une année, 2 années, ils disent que la résidence étudiante, finalement, c'est pas très fun. Et donc, ils se mettent en colocation. Donc, c'est un autre mode de recherche d'appartements. Donc là, ils trouvent des appartements. Ou alors, ils vont à Paris. C'est vrai que là, plus on avance aussi dans le cursus universitaire des étudiants, moins ils utilisent les facilités qui ont été conçues initialement comme les résidences étudiantes. Alors, il y a dans votre école de construction automobile et aéronautique, il y a aussi des entreprises importantes qui sont sur le territoire. Ça a été aussi, je pense, Bien sûr, ça c'était un élément majeur. Donc l'Estaca, c'est une école qui est spécialisée donc, dans les transports. Et donc, on a la chance à Saint-Quentin, avec Guyancourt, donc avec Elancourt, d'avoir Airbus, d'avoir le centre de Renault. On a quasiment un écosystème en fait des entreprises qui est très très important et qui est bien spécialisé sur le domaine des transports. Je suppose que les entreprises ont vu d'un bon œil l'arrivée de votre école. Oui. Alors, l'histoire de l'Estaca est intéressante parce que l'Estaca a été créé par un industriel. Oui. L'Estaca a été créé en 1925 par un industriel et donc pendant quasiment un siècle, l'Estaca s'est développé avec les entreprises. C'est ça, oui. Ce sont les entreprises. L'Estaca a été créé par un ingénieur dans l'aéronautique qui avait compris juste après la fin de la Première Guerre mondiale que le XXIe siècle allait être un siècle extraordinaire pour l'aéronautique. Et toutes les grandes entreprises, Dassault, Airbus, Safran, toutes les grandes entreprises en fait ont accompagné ce développement. Et si l'Estaca aujourd'hui a cette taille, cette renommée, parce que l'Estaca vient juste de rejoindre, là on a eu la réponse la semaine dernière, le réseau des 25 meilleures universités et écoles européennes de l'aéronautique, qui s'appelle le réseau Pegasus. Tout ce développement, on le doit à l'accompagnement des entreprises. Voilà. À l'université, est-ce que le mot entreprise est toujours un gros mot? Jamais de la vie. Non, absolument, c'est une légende. Il y a eu une période. Oui, mais je sais pas, c'est une légende entretenue. Je sais pas, enfin bon. Non, absolument pas, c'est pas un gros mot, bien au contraire. Nous avons compris, quand je dis nous, c'est la communauté universitaire dans son ensemble, c'est-à-dire les enseignants-chercheurs, les chercheurs et les étudiants eux-mêmes, tout ce que nous pouvions tirer de bon d'un partenariat intelligent avec les entreprises. Je n'ose pas vous dire que nos diplômes sont formatés en partenariat avec les entreprises, mais pas loin. C'est-à-dire que lorsqu'il est question de revoir des maquettes d'enseignement, notamment et surtout en master, où il est question très souvent, et c'est une bonne chose, de professionnalisation. Mais quand je dis professionnalisation, ce n'est pas non plus un gros mot pour nous, mais je n'oublie pas non plus qu'à l'université, on enseigne aussi des choses fondamentales. Bien sûr. Oui, il y a un rôle spécifique aussi de l'université. Et la moindre des choses, pour nous, faculté de droit par exemple, c'est d'être très au fait de ce que peuvent être les besoins des professions juridiques, judiciaires, etc. Donc, ça va au-delà du partenariat, on est en contact permanent, évidemment, les professionnels, comme si nous ne militons pas d'ailleurs. On a toujours tendance à dire les professionnels, en parlant des autres. C'est la profession, les jeunes. Viennent dispenser des heures d'enseignement dans toutes nos formations. Enfin, bien sûr que tout cela n'est pas... les universitaires ne sont plus, l'ont-ils jamais été, des gens enfermés dans une tour d'ivoire, sans contact avec l'extérieur. Quelle est la différence justement aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une différence encore entre l'université et les grandes écoles? De mon point de vue, oui. Oui, mais non. C'est amusant que vous posiez cette question-là, parce que il se trouve que j'ai eu à répondre à cette question exactement il y a une semaine.
une semaine, on a reçu à l'Estaca une délégation étrangère, en fait. Donc, puisque il se trouve que la semaine dernière, il y avait la commémoration du 20e anniversaire de la création de l'université de l'enseignement supérieur en Europe, qui est la convention de Bologne. Et donc, on a reçu un ministre de l'enseignement supérieur avec un certain nombre de recteurs de la Biélorussie, puisque l'Europe, c'est au sens enseignement supérieur, c'est 40. Ah oui, c'est plus que. C'est 40 pays. Et donc, l'attaché de l'ambassade, la première question qu'il m'a posée, c'est m'a dit, ils ne comprennent rien à ce qu'est une grande école. Oui, c'est ça. Oui. Parce qu'une grande école, c'est vraiment un truc franchouillard, là, franco-français. Et donc, expliquez-lui la différence entre une université et une grande école. Bon, alors... c'est vous qui veniez de coller. Donc. Et voilà. Et donc, je me suis dit, justement, Bologne, c'était la création de l'Europe 48 ans, donc au sens large du terme, de l'enseignement supérieur. Et ça a été une réflexion à partir du diplôme. Donc c'est la création du système LMD, donc avec le diplôme, licence, master, doctorat. Et le diplôme d'ingénieur, qu'est-ce que c'est? Alors, le diplôme d'ingénieur, dans ce système de Bologne, il y a une correspondance. Donc, le diplôme d'ingénieur confère le grade de master. Mais il y a une grosse différence, c'est la façon dont ce diplôme d'ingénieur est réglementé. Vous ne pouvez pas ouvrir une école et puis délivrer un diplôme d'ingénieur. Il y a une instance qui, là aussi, est française, mais qui est en train de se développer de plus en plus en Europe et dans le monde. Ce modèle est en train d'être copié, qui s'appelle la CTI, la Commission d'éthique d'ingénieurs, et qui vérifie, audite la correspondance et puis le niveau d'exigence, d'excellence de la qualité. Et cette instance, elle a été créée par une loi en 1934, vous voyez, c'est pas récent. Et la particularité de cette instance, c'est qu'elle est paritaire. Paritaire entre eux ? Paritaire, donc il y a 32 membres, il y a 16 représentants de l'enseignement supérieur et 16 représentants des entreprises. Et ça, c'est sans doute, ça date de 1934, et encore aujourd'hui, une différence importante. Pour vous donner un chiffre, dans les enseignants qui interviennent, par exemple, à l'Estaca, on a quasiment un facteur 10 en nombre d'enseignants. Entre des enseignants qui sont vraiment des enseignants à plein temps de l'école, et puis des enseignants qui viennent de l'entreprise. Vous-même, vous êtes ingénieur. Exactement, moi je viens de l'entreprise, j'ai enseigné en tant que vacataire pendant longtemps, et je rejoins le secteur de l'enseignement supérieur. Ça reste, me semble-t-il, une différence encore importante dans cette différenciation entre l'université et les grandes écoles. Alors Stéphane Monson, parce que vous disiez qu'il y a une différence à votre... Il y a des similitudes. Vous avez certains domaines de l'enseignement, et le droit et la médecine le montrent. Nous sommes d'ailleurs jalousés méchamment par certains collègues qui comprennent mal les choses. On ne peut pas enseigner la médecine sans la pratiquer. Et de mon point de vue, on ne peut pas bien enseigner le droit sans le pratiquer ou l'avoir pratiqué. Donc, nous avons... oui, j'en suis parfaitement convaincu. Il y a beaucoup d'enseignants de droit qui sont... pas des praticiens... qui ne sont pas des praticiens à temps complet. À temps complet. Mais comme 95% de mes collègues, j'ai fait pendant 10 ans des dossiers dans un cabinet d'avocats. Et ça m'a énormément apporté quand je me suis trouvé face aux étudiants. Et eux sont les premiers convaincus du fait qu'entre ce que dit le droit au sens large et la réalité, il y a souvent un écart assez important, dont j'étais en mesure de leur parler, enfin, dans la mesure de mes possibilités. Donc il y a parfois quelques similitudes. La différence, enfin, il y a de multiples différences, des différences... qui sont structurantes, c'est-à-dire il y a une tradition de symbiose absolue entre la recherche et l'enseignement. L'université, c'est par excellence. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de recherche dans les écoles, mais c'est par excellence le lieu où le savoir se fabrique et où, j'allais dire, il y a un contact direct entre le producteur du savoir et le consommateur. Non, pas consommateur, fort heureusement, mais le bénéficiaire du savoir. Donc, l'université, c'est d'abord une usine à savoir. C'est là que le savoir se fait. Et c'est là qu'il est enseigné à mesure qu'il se fait. Et ça correspond d'ailleurs, vous le disiez, à ce que sont les grands standards internationaux. Aller expliquer ce qu'est une école à des collègues étrangers, je crois que vous avez raison, c'est une spécificité française. À l'étranger, il existe des écoles, mais la plupart des écoles sont sous l'égide, sont intégrées, sont des composants d'une université. Et les choses changent.
Paris-Saclay, on est un parfait exemple. Paris-Saclay, Change dans le bon excellent, sens. ouais. Il y a cette différence-là. Et puis, il y a des différences notables sur les conditions de recrutement des enseignants-chercheurs, sur les conditions de recrutement des étudiants. Nous ne choisissons pas nos étudiants en première année. Nous les choisissons ensuite. Nous les sélectionnons. Je n'ai pas peur de le... Oui, il y a une sélection qui se fait. Il y a une sélection qui est une véritable torture, Ouais. qui est une sélection marathon, dont la société se contente jusqu'à présent. Voilà, enfin, elle s'est contentée de cela. C'est un choix social qui est, de mon point de vue, extrêmement coûteux, pas seulement en argent, mais aussi en énergie, et puis psychologiquement pour les étudiants eux-mêmes, et coûteux pour la collectivité aussi, mais dont acte. Donc, ce sont des différences quand même très notables. Quand vous voyez, il y a alors je ne sais pas si, j'ai l'impression que, en tout cas, la faculté de droit n'a pas été très atteinte par la grève des étudiants. Vous savez, le jour où les facs de droit sont atteintes par des grèves, vraiment... ça, C'est vraiment ça va. Moi j'en ai connu. Ah mais oui, peut-être plus. J'en ai connu, même avant, Debré. 1986 Et Debré avant. Oui, 86, oui. Il y en a eu avant, oui. Ah non, mais il faut... Vous savez, en général, les facs de droit sont les dernières à réagir. Oui, absolument. Parfois, elles contre-réagissent. Il y a eu des exemples fâcheux ces dans derniers temps. L'université notamment, oui. À Montpellier. Surtout quand un doyen réagit. Voilà. Surtout un peu violemment. Pas comme il faut. Non, il n'y a pas... Mais ces blocages et ces mouvements ont été quand même ultra minoritaires. Mais vous parliez de la sélection, voilà, disons que de toute façon, elle existe à un moment ou à un autre, même si elle existe, voilà, elle est permanente. Si elle se fait, voilà, sans dire son nom. Elle est permanente. Là, on sent quand même, c'est toujours ça, il y a quand même une sorte d'interrogation, je vais dire de malaise, c'est un mot qu'on emploie trop souvent, mais d'interrogation de la jeunesse sur son propre avenir, avec un monde... On voit bien que là, on a un monde, on va peut-être en parler. Lionel Massetta, vous aviez organisé des rencontres formidables entre la culture et justement les problèmes de l'intelligence artificielle, du transhumanisme. Enfin, il y a quelque temps, on voit bien qu'on est dans un monde qui est en train de changer comme il n'a peut-être jamais changé. Comment vous comprenez, comment vous analysez peut-être le malaise est un mot que j'aime pas, mais enfin le malaise, un certain malaise de la jeunesse, allez. Enfin, c'est presque... Ou est-ce qu'il est consubstantiel à la jeunesse? C'est ce que je vais vous dire. De façon générale. Est-ce que malaise ou interrogation? Ou l'interrogation? Aujourd'hui, les jeunes sont, et je vous le confirme, y compris à l'université, sont stressés, sont inquiets. J'ai trop entendu parler ces derniers temps de l'université comme d'un endroit cool, sick, je cite, un grand élu national qui disait, bon, il y a d'un côté les voies sélectives choisies à 60% sur Parcoursup par les lycéens, futurs bacheliers, et puis les 40 autres % qui vont dans des endroits cool, les amphithéâtres des universités. J'inviterais volontiers ce grand élu à venir constater que nos amphithéâtres ne sont pas des endroits cool. Oui, mais en même temps, moi, je suis pas. Il se trouve que je suis professeur associé aussi. Vous enseignez, vous êtes l'exemple d'ailleurs. Je m'occupe un peu de la fondation. Et vous êtes le président de la fondation. Et je suis pas si sûr qu'il y ait un vrai malaise des étudiants et de cette jeunesse. En tant que tel. Et effectivement, c'est consubstantiel au fait que quand on a 20 ans, on s'interroge, parce que si on ne s'interroge pas à cet âge-là, c'est un peu préoccupant. Mais je pense que ce qui les préoccupe, c'est surtout l'héritage qu'on va leur léguer. C'est ça qui les inquiète, parce que nous, on a transféré notre stress sur la retraite, sur la couverture sociale, et eux se disent, mais bon, il va falloir qu'on paye pour tout ça, là, ce monde d'avant, qu'on représente un peu, même si on est resté très très jeune, et est-ce qu'on va pouvoir vivre en supportant tout ça? Mais qu'est-ce qu'on va devenir, nous, à cet âge-là? Non, mais eux, ils ont parfaitement intégré qu'il n'y aurait pas de retraite. On leur laisse une petite dette. Mais par contre, ils ont intégré aussi, et pourvu qu'ils aient envie de payer longtemps, qu'ils allaient devoir nous payer nos retraites pendant... Donc, il n'y a pas... Je veux dire, ils sont intégrés dans les nouvelles technologies, intégrés dans le monde actuel, et je ne trouve pas plus stressés que ça, au fond, mais stressés par l'héritage qui pèse. Le stress commence bien avant l'université, je pense, dès l'école. Mais je pense que dès l'école élémentaire, il y a ce sentiment de sélection, de compétitivité, voire de compétition, qui est inhérent, je pense, à toute une nouvelle génération. Donc, ils arrivent à l'université ou dans les grandes écoles avec ce sentiment-là, mais ils l'ont, moi je le vois, très proche de moi, ils l'ont dès l'école élémentaire, à moins que ce soit
les parents qui leur transmettent ce stress-là. C'est Peut-être ça aussi. cette génération de parler Fouché a transmis l'idée que la vie n'était pas facile. Non, mais c'est vrai. Et en plus, Ce qui n'était pas le cas peut-être de notre génération. Enfin, il y avait plus d'espoir. Celle d'avant encore. Et de celle d'avant. Oui, c'est ça, les 30 glorieuses, etc. Moi, je suis de la fin des 30 glorieuses. Et c'est vrai que rentrer à l'université dans les années 70, c'était pas un sujet. Hein. On allait là où on avait envie d'aller. Ça, on allait là où on avait envie d'aller, mais on commençait à dire attention, il ne va pas y avoir du travail pour tout le monde. Ça commençait dans ces époques-là. Mais là, on parle des privilégiés. Hein. Pardonnez-moi, parce qu'on parle de ceux qui rentrent à l'université. Oui, bien sûr. Et le vrai sujet, il n'est pas là. Il est en dessous. Et on parlait de formation, d'intelligence. Le 21e siècle, s'il n'est pas le siècle de la connaissance, le siècle du savoir, et bien avant l'université, là, ça va mal se passer. Parce qu'on ne pourra pas laisser sur le bord du chemin toute cette partie de la jeunesse qui est sans ou quasiment sans formation. Parce que demain, si on n'a pas un minimum de formation, je ne sais pas quel job on pourra faire. Et on voit bien d'ailleurs dans les statistiques que dès qu'il y a une formation, l'accès à l'emploi est bien plus facile. Ça, c'est aussi une caractéristique en France. On considère que la formation, c'est avant 20 ans. Quoi. Tout se joue avant 20 ans. Oui, et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des jeunes qui sortent, qui n'ont pas la chance de faire des études et qui sortent du système universitaire, du système d'enseignement, sans un diplôme d'enseignement supérieur. Nous, on voit quand même beaucoup d'enthousiasme dans les jeunes et dans une évolution liée sans doute à l'évolution des technologies, où ce qui se joue au moment du diplôme initial, là, n'est plus ce qui va se jouer pendant toute la vie. Donc on pense aussi que la formation tout au long de la vie, on est en train de monter à l'Estacal un nouveau diplôme qui ne sera pas accessible à un nouveau diplôme d'ingénieur, un nouveau diplôme d'ingénieur, qui va être spécialisé, qui sera un nouveau diplôme sur les systèmes et les véhicules intelligents, et qui sera dédié à des personnes qui sont déjà en poste et qui ont déjà de l'expérience professionnelle. Et on peut devenir ingénieur à 35 ans, à 40 ans, à 50 ans. Il y a certainement là aussi à concevoir une autre façon différente de la formation. Tout se joue plus avant 20 ans. Alors bien sûr, il y a toujours des enjeux importants. Et celui qui part, qui est riche, bien portant, avec un diplôme d'une grande école, il part avec un certain avantage. Bien sûr. Mais tout se joue plus à ce moment-là. Et je crois que les écoles ont aussi à réfléchir en lien avec l'ensemble du système éducatif, avec les entreprises, pour faire évoluer cette façon de voir l'enseignement, à dire on peut aussi, à 30 ans, reprendre des études, à 40 ans, un diplôme d'ingénieur, nous c'est ce qu'on propose, mais c'est tout pas d'ingénieur. C'est pas, les structures sont pas bien faites pour ça jusqu'ici, non? Vous trouvez pas? La formation tout le long de la vie. La formation, oui. Ça devient plus simple. Oui. Est-ce que beaucoup vous plus. Pardon, dans votre discipline, c'est le droit public, mais vous avez ce que dit Pascal Bidon, c'est-à-dire une sorte de remise en cause de votre savoir. Ça vaut mieux. Ça vaut mieux parce que, ne serait-ce que parce que... Non, mais c'est vrai qu'on a connu des enseignants qui avaient 3 heures de cours par semaine, qui avaient fait leur cours une fois pour toutes. Ça n'était pas le bon vieux temps, Patrice. Où c'est vrai, la charge incombant aux professeurs des universités était équivalente avant 1979 à 3 heures par semaine sur 6 mois par an. Bon. Voilà. Mais au moins, les collègues... Il y avait des gens qui travaillaient beaucoup. Il y avait des gens qui travaillaient beaucoup, il y a des gens qui écrivaient beaucoup. Oui, qui écrivaient beaucoup. Qui publiaient beaucoup. Remise en cause, oui. Remise en cause. Ce que je veux dire, c'est qu'on comprend que dans les voitures intelligentes, etc., tout est remis en cause. Mais est-ce que dans le droit, par exemple, vous avez le même sentiment le droit des voitures intelligentes, par exemple. Une partie de... Oui. On a un laboratoire, nos collègues privatistes, le laboratoire Dante, qui est notamment spécialisé dans cette question-là. Question de la responsabilité de l'accident qui a eu lieu, etc. Tout ça, le droit doit essayer autant qu'il le peut de suivre les choses. Et les juristes et les professeurs de droit doivent essayer aussi de s'accrocher à ce mouvement qui est un mouvement perpétuel. Vous savez, je lis chaque matin le journal officiel avec une certaine part d'angoisse. Je regarde aussi le plus et le mieux que je peux la production jurisprudentielle des juridictions suprêmes de ce pays. Et il m'arrive de m'apercevoir que 15 jours ou 3 semaines plus tôt, j'ai dit des bêtises aux étudiants parce que la règle avait changé, je ne le savais pas. Alors il faut essayer de... Donc ça, c'est une remise en cause perpétuelle. Et puis il y a des remises en cause où
des essais, moi, je appelle ça plutôt des expériences, sur la manière d'enseigner. On n'enseigne pas de la même manière dans un amphi de première année par rapport à notre enseignement en 5e année ou même en doctorat. On n'enseigne plus exactement aujourd'hui comme on le faisait il y a quelques années. Même en droit, même les juristes se mettent, qui sont plutôt conservateurs, se mettent à essayer des nouvelles formules d'enseignement. Je pense à la pédagogie inversée, je pense aux enseignements en ligne, puis au regroupement en présentiel, etc. Notamment en formation continue. On expérimente beaucoup ce genre de modalités, nouvelles, elles le sont de moins en moins. Je pense que je dis ici sur les voitures autonomes, on dit souvent dire que le problème des voitures autonomes, c'est pas de les fabriquer, on sait tout à fait les faire, c'est plutôt les règles juridiques qui sont plus compliquées à trouver, de responsabilité, etc. Oui, on est sur une évolution de rupture. Donc, c'est pas uniquement de la technologie. Là, on est vraiment sur une autre façon d'utiliser un moyen de mobilité. Et donc, avec des questions, juridiques, plein d'éléments qui vont avoir des conséquences sur la société. J'entendais ce matin là, un impact sur justement les enjeux médiatiques. Et donc, en comparant la télévision et la radio. Donc ici on est un studio de télé et la télévision et la radio finalement a survécu à la télé lorsque la radio a existé. Voilà. Eh bien la question qui était posée c'était est-ce que la radio va survivre au véhicule autonome et le discours était oui, le véhicule autonome va tuer la radio. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, 40% des personnes, des auditeurs en fait, qui écoutent la radio, l'écoutent en voiture. Pourquoi ils l'écoutent en voiture ? Parce qu'ils sont avec leur autoradio et puis en même temps ils sont un peu concentrés quand même. C'est ça. Dans un véhicule autonome, ils font autre chose. Ils font autre chose. Ils peuvent regarder la télé, ils peuvent être sur Google. Voilà. Donc ça c'est une question. On n'imaginait pas à quelles conséquences. Donc il n'y a pas que les aspects juridiques. On est vraiment sur une évolution qui va dont les conséquences vont être sans doute très importantes. C'est Renault qui a pris des parts qui a racheté un quotidien ou dans un groupe de presse. Enfin, c'est ça. Lionel, c'était à chaque fois que vous allez concevoir une nouvelle année de programmation du théâtre de Saint-Quentin, vous dites je ne sais rien. Oui, parce qu'en fait, on est toujours en perpétuel. Vous êtes aussi, vous aussi, en perpétuel. On est toujours en recherche. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on est une sorte de tête chercheuse. Donc, comment est-ce que le spectacle. On est attentif aux évolutions du spectacle. Vous voyez quand même beaucoup de choses, vous êtes très informé. On voit 200, 300 spectacles par saison. Ouais. Chacun, on est 3 à faire la programmation. Donc, on est attentif. Et puis, on voit ces évolutions. Vous parliez de technologie. Effectivement, les nouvelles technologies, le théâtre ou les arts de la scène s'en sont emparés depuis longtemps. En fait, je crois qu'il y a toujours eu un cousinage entre les arts de la scène et les nouvelles technologies, mais c'est un cousinage qui date d'un siècle. Il y a même souvent la culture sent les choses avant même que les autres acteurs de la société les formulent, non ? Elle précède souvent. Et puis, il n'est pas rare que des développeurs fassent appel à des artistes pour tester certaines fonctionnalités. Vous pouvez imaginer des fonctionnalités auxquelles eux-mêmes n'ont pas pensé. Donc la technologie. Alors, ce qui évolue avec les nouvelles technologies aujourd'hui, c'est la place du technicien. Il y a encore 15 ans, 20 ans, les techniciens, ceux qui imaginaient les spectacles, pouvaient le faire seuls, enfermés dans leur chambre ou dans leur studio si c'était des musiciens. Et puis après, quand ils avaient besoin de le traduire, ils faisaient appel à des techniciens. Aujourd'hui, la complexification des technologies est telle que l'artiste, le créateur, le concepteur a besoin dès le départ d'avoir un super technicien ou un technicien créateur qui lui-même va lui faire un retour sur les possibles et donc va nourrir son imagination et sa capacité à concevoir des objets. Ça, c'est une vraie révolution. C'est pas les artistes et la technologie. 1969, lorsque Pink Floyd utilise le Moog, nouveau synthétiseur, voilà, c'est un truc extraordinaire, mais ils sont des gens dans la technologie. Aujourd'hui, c'est que artistes et super techniciens travaillent ensemble. La création est plus collective. Donc on essaie aussi d'être attentif à ça lorsqu'on fait de la programmation. Pour moi, la technologie dans le spectacle est un non-sujet dans la mesure où le spectacle a intégré la technologie au fur et à mesure. Voilà. Donc il n'y aurait pas une case, même si aujourd'hui il y a une tendance à y avoir des cases spectacle et nouvelles technologies. Pour moi, c'est inhérent au spectacle. C'est de travailler ensemble une sorte d'artisanat de la scène
et de technologies de pointe. Alors, vous allez présenter le programme de la nouvelle saison le 5 juin prochain. Mais peut-être en avant-première, on peut peut-être voir un petit sujet avec quelques-uns des spectacles qu'on verra au cours de la saison prochaine, puis vous en dites un mot après. And then I knew it was in her dance. What makes the boys think that Kate's so... J'ai travaillé pendant 2 ans en immersion, en rencontrant de jeunes femmes, en leur posant des questions. Qu'est-ce qu'elles étaient capables de me livrer de cette chose intime en elles et de la partager ensuite avec les spectateurs. Il y a quelques spectacles, c'est un petit best-of, si je peux dire. Enfin, ils sont mêlés les uns aux autres. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu ce qu'on a vu Ce qu'on a vu, c'est quelque chose d'assez représentatif de ce qu'est la saison, à savoir un théâtre. En fait, quand on conçoit une saison, on doit aussi tenir compte de l'outil dont on dispose. Il se trouve que le théâtre de Saint-Quentin, l'outil, c'est d'abord une scène qui fait 600 mètres carrés avec une ouverture qui est à peu près la même que celle de l'Opéra Bastille, une salle de 1000 et quelques places. Et à côté de ça, une petite salle de 300 places. Donc on travaille avec ces 2 outils-là pour à la fois travailler sur des grands formats, plutôt populaires, sur des artistes assez repérés, j'allais dire des stars, mais des stars dont le spectacle vivant ne sont pas forcément connus du grand public, et puis sur un repérage de jeunes, de jeunes artistes émergents. Donc ce qu'on a vu là, c'est à la fois c'est ce mélange qu'on essaye d'arriver à équilibrer entre l'expérimentation et puis le populaire et le grand spectacle. C'est notre travail. Avec une programmation qui est l'année prochaine, ça aussi, ça fait partie des choses qui évoluent sans même parfois qu'on s'en aperçoive. Oui, vous le voyez une fois que vous avez programmé, tiens, il y a une telle tendance. Et puis on se dit, tiens, on va pouvoir justifier tous nos choix par une directrice à laquelle on a bien entendu pas du tout pensé auparavant. Là, par exemple, la saison prochaine, il y a, je sais pas la moitié, mais un tiers des artistes qui viennent de l'étranger. Ouais. Voilà, ça va du Cap-Vert aux États-Unis. Mais c'est quelque chose. On s'en est aperçu une fois que c'était fixé sur la plaquette. Là où on a voulu agir, en revanche, c'est sur une certaine parité. Même si le théâtre de Saint-Quentin n'était pas forcément concerné par la question de la parité, était déjà attentif à ça, et la question de rendre visible la diversité. Quand vous dites la parité, c'est-à-dire des spectacles, la présence faits par des femmes que par des hommes Oui, c'est ça. C'est ça. La présence quasi équivalente entre les hommes et les femmes. À l'image de votre émission, Patrice. Absolument. Oui. Mais c'est ce que je dis là, nous sommes 5 blancs. Et la diversité à l'image de votre émission également. Absolument. C'est-à-dire qu'il est important aussi que cette diversité soit présente sur les plateaux. C'est-à-dire que moi, je gage que la diversité sur les plateaux, c'est-à-dire que sur les scènes de théâtre, sur les scènes des salles, soit représenter la société française telle qu'elle est. Je pense sur un gage que la salle soit aussi un tout petit peu plus mixte. Il y a eu ce débat au moment du Festival de Cannes. Les gens ont dit, mais pourquoi il n'y a pas autant de films de femmes que de films d'hommes ? Et le délégué général du festival avait l'air de dire non, nous, ce qu'on regarde, c'est si le film est bien ou pas bien, pas si ce sont des hommes ou des femmes qui les font. Oui, je pense que si on change de prisme et si on change juste notre façon de regarder, la question se pose tout à fait différemment. C'est-à-dire que la question de regarder un objet artistique pur et simple en sachant dans tous les cas que c'est un homme ou que c'est une femme qui l'a fait, on ne le regardera pas de la même manière. Donc comment regarder ces 2 objets de la même façon?
C'est là, quand je dis décaler le regard, c'est arriver à intégrer que l'on doit regarder ces deux objets artistiques de la même façon. Aujourd'hui, je pense qu'on a un regard qui est biaisé. Alors petit à petit, ça évolue très très vite. Hein. Depuis 2 ans, 3 ans, ça évolue très vite et c'est tant mieux. Ouais. Et c'est tant mieux. Je pense que là, le fait d'arriver sur beaucoup de scènes de théâtre à la parité n'a pas fait baisser l'exigence artistique des programmateurs. Voilà, moi je suis persuadé. Malgré ce que dit Éric Zemmour. Je sais pas, j'ai pas la télévision et je ne regarde pas la télévision. Je suis désolé. Je plaisante. Mais c'est difficile. Non, alors vous dites depuis 2-3 ans, on y arrive assez facilement à trouver au fond des spectacles faits par des artistes femmes autant que par des artistes hommes. Et sur la diversité, c'est pareil ou c'est compliqué? C'est la même chose. C'est une question de s'autoriser. Oui. À partir du moment où il y a des créateurs, des créatrices qui s'autorisent elles sont présentes. Et pour la diversité, c'est exactement la même chose. C'est une question de légitimité, d'intégrer sa légitimité à être sur un plateau de théâtre. Ça ne va pas plus loin. À part que ça prend du temps pour que l'on y arrive. Tout simplement. Et les spectateurs, pour eux, c'est la même chose? Enfin, c'est la même chose. Il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de... Non. Et alors, on disait tout à l'heure... Non, mais je me demande, mais pourquoi non, mais ça, on pourrait, non? Oui, pourquoi pas. Pour l'instant, il n'y en a pas eu. Oui. Bon, je ne sais pas. Arrivé. Mais, C'est rassurant. Oui, mais moi, je voudrais... Nous connaissons. Non, c'est de la polémique. Bien sûr. Non, c'est polémique. Et vous disiez tout à l'heure, voilà, il y a ce dont on parlait avec Yves Fouché, c'est-à-dire que la difficulté, c'est en effet une certaine tranche d'âge de l'amener vers la culture, notamment dans les théâtres. Hein. Écoutez, moi, quand j'étais étudiant en droit public à l'université de Pau, je préférais très largement... Excellente université, excellente ville. Magnifique ville. Magnifique ville. Et un maire formidable. Formidable. C'est vrai qu'à 18 ans, j'avais plus envie d'aller boire, à l'époque c'était de la bière légère avec des amis, plutôt que d'aller au théâtre. Alors il y avait peu de théâtre à Pau à l'époque, faut le dire. Mais non, mais je pense que quand je disais que... Il y avait le festival déjà, non? Oui, il y avait un festival, que dirigeait Roger Hanin, si mes souvenirs sont bons. Mais quand je dis que les... Jouer Hamlet avec l'accent, c'était formidable. Mais on est... Comment est-ce que des jeunes... Alors moi, le terme de jeune, déjà, est un terme que je ne comprends pas, parce que des jeunes... Qu'a-t-il de commun entre un jeune qui est dans un établissement privé parisien avec 100% de réussite au bac et donc... On va dire entre 18 et 30 ans, on a ce besoin de liberté-là. Nous, les jeunes entre 4 et 18 ans, ils sont là. Et dans une grande diversité de milieux culturels et sociaux. Ils sont vraiment présents. Là, vous faites des efforts dans les écoles, dans les... c'est pas des efforts, c'est notre travail. Notre travail, c'est de créer des référents communs. Comment ces jeunes qui sont tellement différents, qui viennent de milieux tellement différents, qui ont des centres d'intérêt tellement différents, peuvent-ils, et qui ont accès à tout grâce à une connexion, peuvent-ils avoir des référents communs ou des réflexions sur des œuvres communes? C'est-à-dire qu'on essaie de créer du commun. C'est ça le travail d'un théâtre. Après 18 ans, on se rend compte que les grands adolescents, les jeunes adultes vont au théâtre qui ont eu une culture familiale qui les a aidés à ça. Après, la question que doivent se poser les théâtres, et que j'ai esquissé tout à l'heure, c'était comment peuvent-ils devenir des lieux de vie? C'est-à-dire que je pense qu'un théâtre aujourd'hui ne doit plus être cette institution intimidante où on va venir acquérir une culture légitime, mais ça doit être un lieu d'expérience. Comment concurrencer la connexion qui permet d'accéder à tout? C'est en étant les lieux d'une expérience. Alors, c'est la connexion numérique, dans la mesure où on doit pouvoir fréquenter un théâtre, travailler dans un théâtre en buvant un café ou une boisson gazeuse saturée en sucre l'après-midi. On doit pouvoir y rejoindre ses amis. Donc ça, c'est l'expérience collective, la connexion aux autres, pour boire un verre avant le spectacle, pour manger un morceau. Et si ensuite il y a la connexion à l'intime, la connexion à soi, qui est le temps de la représentation. Et le temps de la représentation, c'est quelque chose auquel je tiens particulièrement, parce que c'est le temps où l'on va se connecter à ce qui se passe, où on va écouter, où on va être dans un respect des autres, de ceux qui sont autour de nous, où on va aussi se connecter à soi. Comment est-ce qu'on reçoit intimement une œuvre qui est sur scène? Donc c'est cet ensemble d'expériences, cette succession d'expériences que doit proposer un théâtre.
Et on peut même, après la représentation, finir en soirée électro jusqu'à 2h ou 3h du matin. Voilà, les théâtres, ce vers quoi ils doivent tendre. Comment est-ce qu'on encadre la découverte d'une œuvre artistique? Il y a beaucoup de, alors, vous êtes dans une scène publique nationale. Peut-être, il y a peut-être des poids plus compliqués à déplacer, mais il y a beaucoup de théâtres aujourd'hui qui vivent toute la journée. Mais nous, on vit le théâtre de 50 ans. Alors, il est ouvert. Il vit toute la journée. Oui, toute la journée. Après, c'est d'autres interrogations qui se posent. Comment est-ce qu'il devient ce lieu de vie? Comment les étudiants de l'Estaca peuvent, en soirée, à 17h, 18h, venir boire un verre? Comment ils peuvent, à 22h, quand ils ont fini de travailler, de faire leur travail pour le lendemain, venir boire un verre dans le théâtre, sans forcément assister à une représentation. Même si moi, mon travail, et le travail de toute l'équipe du théâtre, c'est de les amener à découvrir un objet artistique, parce que la connexion c'est super, mais je pense qu'être en présence directe d'un spectacle vivant ou d'une œuvre juste devant soi, ça change absolument tout. L'expérience est fort différente. Parce qu'à Bidon, justement, la présence de la culture, c'est important pour vos étudiants aussi. Bien sûr, c'est très important. On dit, nous, on a une sélection sur les mathématiques, mais on dit quelqu'un qui a 5 ans d'expérience, des mathématiques, il n'en fait plus. Donc, par contre, c'est qui il est, sa capacité à comprendre le monde, sa capacité à parler français, tout simplement, à s'exprimer. C'est ça, finalement, qui fera son évolution dans tout le parcours. Moi j'ai bien aimé ce que vous avez dit sur la connectivité, parce que je pense que ce qui est difficile, nous on le voit dans les cours, c'est d'être spectateur. Alors, je suis spectateur, je vois spectacle. Et ça fonctionne plus. Lieu de contrainte. Voilà. Et donc, il faut de l'interactivité, il faut être acteur. Alors, être acteur, c'est pas exactement être sur la scène. Hein, mais voilà, c'est avoir, avant la représentation, après la représentation, et même, ça peut arriver alors, en fonction des œuvres, et avoir une interactivité. Et ça, c'est important pour que le spectateur à l'ancienne mode ne soit pas complètement spectateur. Oui, mais je pense que c'est une pratique, être spectateur. C'est à la fois être disponible et vigilant. Donc, c'est être actif d'une certaine façon. Oui, le spectateur actif, oui, ça peut exister. Ça peut exister. Justement, quand vous entendez ça, c'est plutôt rassurant. C'est pas rassurant, c'est enthousiasmant. Et je pense qu'il nous faut beaucoup de Lionel Massetta à 50 ans des mines. Parce que je pense qu'il y a effectivement beaucoup de lieux de vie, de culture, mais pas que, qui n'attendent que d'être ouverts et disponibles, parce que c'est comme ça que le manque de vie sociale, lié au fait que Saint-Quentin, c'est un territoire gigantesque. On dit, je vais à côté, et c'est tellement à côté qu'on n'y va jamais autrement qu'en voiture. Donc, Los Angeles de l'Ouest parisien. Non, mais quasiment. Donc, pour essayer de donner de la vie à tout ça, il faut des lieux de vie. Je disais tout à l'heure, et je n'avais pas entendu Lionel, que le théâtre de Saint-Quentin est un emblème de ce territoire. Et ben, si au surplus, et je suis prêt à aider Lionel là-dedans, ça devient un lieu de vie complètement. C'est magnifique, parce que ce qu'attendent les jeunes, ce qu'ils demandent, c'est aussi ça, c'est de la vie. Alors après, c'est la poule et l'œuf ce qui fait la vie, parce qu'il faut les faire rentrer dans le théâtre. Mais c'est un élément majeur. Vous avez raison de dire que c'est peut-être aussi impressionnant tel que c'est, tel que l'architecture l'a bâti, Mais c'est en débat. C'est un sujet qui est en tout cas en débat avec l'agglomération de Saint-Quentin. Mais c'est vrai que moi, je circule pas mal sur le territoire, que ce soit en France ou ailleurs. Et quand on voit des théâtres avec 90% de jeunes gens entre 16 et 25 ans, c'est plutôt enthousiasmant. On se demande comment faire venir les vieux. ça sera la question. Ça sera la question que vous poserez la saison prochaine, ça. Pascal Bidon, vous êtes allé à Vivatech? Non, nous avons eu des étudiants qui ont été à Vivatech, mais non, moi j'y suis pas. Parce que tous les gens qui sont allés à Vivatech, je ne sais pas si quelqu'un y est allé, qui avait vu celui de l'an dernier, qui avait vu celui de cette année, sont fascinés par le changement, la rapidité du changement quand même.
Comment, justement, vous disiez, voilà, on ne peut plus apprendre comme on apprenait, puisqu'on a appris, une fois qu'on l'a appris, c'est tout de suite dépassé. Comment vous faites avec ça, avec cette réalité-là? Cette accélération. Cette accélération parce des que connaissances, ces du temps. évolutions dans notre domaine. Et dans votre domaine, c'est... Des transports, il a toujours eu lieu. Hein. Enfin, Oui, quand mais on a commencé à avoir il est quand même peut-être plus rapide encore aujourd'hui, non? Oui. Ou alors c'est quand on peut-être regarde l'expression qu'on a de l'extérieur. Hein, oui, enfin, c'est toujours difficile sur le moment de donner un avis sur la vitesse de ces nouvelles technologies. Devant nos yeux, oui. Bon, dans les transports, quand même, le XXe siècle avec l'automobile et l'aéronautique a été un siècle de révolution des transports et de la mobilité. Donc aujourd'hui, les nouvelles technologies, elles vont aller dans l'ensemble de la société. Hein. Donc, il y a le rapport de Cédric Villani qui a identifié 4 domaines où justement l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies doivent être traitées de façon prioritaire en France, et il y a les transports et la mobilité. Donc nous, on voit que, encore une fois, l'ingénieur, c'est quelqu'un qui, à partir de la technologie et de sa connaissance technique, apporte des réponses aux enjeux de la société. Donc la voiture électrique, pourquoi on réfléchit aujourd'hui à la voiture électrique? Parce qu'il y a des enjeux de lutte contre le réchauffement climatique, des énergies... Et vous avez une vision pour dire que, je sais pas, la voiture électrique sera prépondérante dans combien de temps? C'est ça? C'est compliqué. Alors après, chacun peut avoir... Oui, ça va quand même lentement. Ça va quand même lentement. Et aujourd'hui, on est plutôt sur l'hybridation des sources. Ouais. Donc vous avez une voiture électrique pour qu'elle ne pollue pas en ville. Et puis en essence... Voilà, donc alors essence, si vous voulez faire des longs trajets. Donc ceci va... Maintenant, j'étais en Chine, une rencontre avec une université, alors en Chine qui a d'autres façons de gérer le pays, et ils ont décidé à Pékin, plus aucun 2 roues à moteur thermique. Et quand vous allez maintenant à Pékin, vous voyez plus un seul 2 roues avec un moteur à explosion. Bon, donc je pense que quand même ça va prendre du temps. Il y a des enjeux d'infrastructure, donc ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Donc on parle, aujourd'hui vous pouvez acheter une Zoé, vous pouvez acheter des voitures complètement électriques. Il y a des problèmes mais il y a des problèmes pour les gens qui veulent se déplacer quand même. Un petit peu. Écoutez, merci infiniment à tous les 4. Je rappelle alors, Lionel Massétal, le 5 juin, au théâtre, vous présentez le programme de l'année prochaine, puis ça sera retransmis sur TV78. Le 12 juin, le Codeski, ouvert à tous. Hein, donc tout Saint-Quentin est invité, et au-delà, pour discuter de ce que cette tranche d'âge que tout le monde cherche veut pour réussir et être heureux et vivre et travailler à Saint-Quentin. Et ceux qui veulent voir si la vie de professeur est simple peuvent toujours aller à l'université. Assister à un cours de Stéphane Bonsan. Nous sommes éternellement en vacances, vous le savez. Ça va être difficile de trouver. Comme tous les fonctionnaires. Bien sûr. Bien sûr. Et on peut aller à l'Estaca. Voilà. Et venez voir les étudiants. Merci infiniment à tous les 4. Merci Patrice. Et à bientôt. Merci.